Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau Café Brousse. Donc, pour rappel, rapidement, les Cafés Brousse, c'est un temps d'échange à destination et effectué par les membres du groupe de travail Pays en développement et biodiversité. Donc, il y en a un par trimestre qui se déroule généralement sur le créneau de midi et deux à distance via Zoom pour proposer un replay aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Donc aujourd'hui, on accueille Élie Favrichon, qui est chargée de mission plaidoyer et sensibilisation à Envolver. Donc Envolver, c'est une association de protection de la forêt et de développement rural qui est principalement active en Amérique latine et en France. Et aujourd'hui, il va nous présenter l'empreinte forêt, qui est un outil qui permet de mesurer notre impact sur la forêt. Et donc, sans plus attendre, Élie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Alors tout d'abord, veuillez m'excuser, j'ai malheureusement un souci de caméra sur mon ordinateur aujourd'hui, ce qui m'empêche de l'allumer. Pour ce qui est de la présentation, je vois pas si vous avez des réactions, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des besoins d'éclaircissement. Donc comme mentionné, je suis Élie Fabrichon, je suis membre de l'association Envolver et aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser rapidement à un de nos outils, qui est, l'outil Empreinte Forêt, qui est un outil de sensibilisation et d'aide à la décision, pour, comprendre notre impact et notre rôle dans la déforestation mondiale, notamment depuis la France, mais aussi depuis d'autres pays. Alors rapidement, Envolver, on est une association, comme mentionné, qui a maintenant, un peu plus de 12-13 ans, basée en Colombie, Pérou et France, avec plusieurs axes, des axes de développement d'alternatives à la déforestation sur le terrain, avec notamment des solutions comme l'agroforesterie, des solutions de sensibilisation, donc là c'est là que l'empreinte forêt intervient par exemple, et des actions de plaidoyer, parce qu'on considère que les seules solutions personnelles ne seront pas suffisantes et il est nécessaire d'avoir un changement systémique. Et du coup, voilà, c'est un peu les trois axes sur lesquels se basent les principaux projets d'Envolver. Rapidement, je suis sûr que vous connaissez tous, mais on va reprendre un peu pourquoi et d'où nous est venue cette réflexion autour de l'empreinte forêt. Donc la forêt, c'est un écosystème majeur présent sur Terre. Il représente à peu près un tiers des surfaces émergées dans le monde. Avec plusieurs types de forêts, hein, allant de la forêt tropicale, forêt boréale, forêt tempérée, avec leurs propres caractéristiques et leurs propres systèmes en soi. Les principaux pays qui détiennent les forêts et du coup le rôle majeur qu'ils peuvent avoir sont la Russie, suivi du Brésil, Canada, États-Unis et Chine, qui à eux 5 détiennent 54% des forêts dans le monde. Ce qui montre un peu le poids qu'ils peuvent avoir sur les décisions, le rôle qu'ils ont. Mais ce n'est pas forcément les seuls, parce que on va voir que la forêt rend un grand nombre de services à l'ensemble de la population mondiale et que du coup, on a tous une responsabilité dans sa protection, on va dire, au niveau mondial. Les services rendus par la forêt de manière globale, ils peuvent être catégorisés en trois grandes catégories: les services écologiques, les services sociaux et les services économiques. Les services écologiques, généralement, sont les plus connus, avec le rôle de la forêt mentionné par rapport au changement climatique, avec le stockage de carbone et l'absorption de carbone. Donc un rôle dans le cycle du climat, on va dire, un rôle dans la protection des sols, avec la protection contre l'érosion, la structuration du sol, un rôle dans le cycle de l'eau, avec l'évapotranspiration, bien sûr, mais aussi la filtration, l'infiltration. Et finalement, un rôle dans la biodiversité, sachant que ce sont des territoires très divers. On a forcément une grande part de la biodiversité terrestre qui est présente dans les forêts mondiales. Donc là, on a un chiffre de 2 tiers de la biodiversité terrestre qui est présent dans les forêts. On va ensuite retrouver les services sociaux rendus par les forêts dans le monde. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont dépendantes directement ou indirectement de la forêt, que ce soit pour leur survie ou même pour leur vie de manière plus globale. Et généralement, ce que la FAO a mis en exergue, c'est que ce sont les populations les plus pauvres, voire même les plus vulnérables, qui sont directement dépendantes des forêts. Donc selon eux, il y a à peu près 1,6 milliard de personnes qui en dépendent. Les services sociaux rendus par la forêt, on va retrouver l'énergie, avec le bois de chauffage, mais aussi la cuisine traditionnelle, forcément les lieux de vie, donc c'est un habitat directement pour les communautés, mais aussi indirectement pour des matériaux de construction à destination des habitations.
Aussi dans l'alimentation, donc on va retrouver la chasse, la cueillette, et finalement le bien-être et la culture de manière globale, avec énormément de produits pharmaceutiques qui sont issus de, de, de cellules ou de produits spécifiques à la forêt, mais aussi à un paysage, à un cadre de vie agréable. Finalement, les services économiques, c'est généralement le premier, c'est celui dont on entend le plus parler, hein, donc c'est la foresterie, avec le fait de récolter du bois pour sa matière première directement, donc la construction, pour le mobilier et la transformation en pâte à papier, par exemple. Mais on va aussi retrouver des produits forestiers non ligneux. En France, on a les champignons, mais dans d'autres pays, on peut avoir l'EVA qu'on va venir transformer en caoutchouc. On va avoir le tourisme, avec des parcs, des sports, des loisirs tels que la photographie, et finalement des questions de marchés plus internationaux, comme le marché de la compensation, et ainsi de suite. Voilà. Alors, nous, il faut savoir rapidement, un petit aparté, qu'en Volver, on n'est pas vraiment en faveur de la compensation. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais on aime bien le rappeler, parce que pour nous, c'est vraiment deux choses complètement différentes, entre une forêt qui va rendre l'ensemble de ces services-là, qu'ils soient écologiques, sociaux ou économiques, et parfois des problématiques de plantation d'arbres qui n'ont pas du tout le même service. Maintenant qu'on a vu la forêt et les services qu'elle nous rend, on va s'intéresser un peu à la déforestation. Donc c'est la partie moins drôle, mais il faut savoir que le taux de déforestation, on est à peu près à 10 millions d'hectares chaque année sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est les données de la FAO. Le graphique présent sur cette slide, je l'aime bien car on voit deux aspects différents. D'un côté, il y a la déforestation, à proprement parler, donc le taux de déforestation moyen annuel, et de l'autre côté, il va y avoir l'expansion forestière. C'est un point de vigilance qu'il est bon à avoir, c'est-à-dire que c'est comme quand on parle des impôts, il faut faire une différence entre la déforestation brute et la déforestation nette, qui ne sont pas du tout la même chose. Si on dit chaque année on détruit 5 millions d'hectares, ce n'est pas vrai. Chaque année on détruit 10 millions d'hectares et on a une augmentation de 5 millions d'hectares, ce qui n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est un peu pour recadrer grossièrement où est-ce qu'on se situe. Donc on a, malgré une diminution du taux de déforestation, on a quand même une grande surface qui part chaque année pour plein de raisons qu'on verra par la suite. Alors, si on détruit les forêts, forcément tous les services qu'elles nous rendent disparaissent et du coup, ça provoque certains risques. Donc forcément, si ça a un rôle dans le climat, la destruction des habitats va apporter une émission de gaz à effet de serre. La déforestation, ça favorise aussi l'apparition de nouvelles zones. Et comme les habitats forestiers protègent une grande partie de la biodiversité, si on détruit les forêts, on va aggraver l'actuelle extinction de masse de la biodiversité. De la même façon, l'augmentation des phénomènes climatiques liés à la déforestation peut avoir un impact direct et localisé sur les populations qui en sont dépendantes, avec la destruction des habitats de vie, mais aussi la destruction des lieux de ressources. Et surtout, ça peut avoir un impact plus global avec des changements systémiques, notamment des risques de savanisation ou des atteintes de points de bascule, comme celui pour l'Amazonie en Amérique du Sud. Donc, finalement, on sait que la forêt est très importante, qu'elle est présente dans le monde, on sait qu'elle est détruite à un rythme de 10 millions d'hectares par an, et que ça pose énormément de problèmes globalisés ou localisés. Mais la question, c'est de savoir qui ou qu'est-ce qui en est responsable. Selon une étude du FAO, on sait que 90% de la déforestation mondiale est liée à l'agriculture, on va dire de manière globale, avec l'agriculture et l'élevage. Donc, on a l'extension agricole, on a le pâturage, et ensuite on va retrouver l'huile de palme en troisième position. Donc c'est quand même pour montrer que la grosse majorité de la déforestation est liée à une activité principale, qui est l'agriculture, ou du moins, indirectement, ça va être lié à l'alimentation. Et une partie de cette agriculture, parce qu'il faut différencier dans l'extension agricole pour des denrées commerciales et l'agriculture qu'on va appeler de subsistance. Donc, une partie de cette déforestation liée à des cultures commerciales est en lien avec le commerce international et du coup est aussi en lien avec les consommations occidentales, européennes, des États-Unis, de la Chine. Donc il y a un rapport du WWF qui a étudié le rôle de l'Europe dans la déforestation présente dans le commerce international et l'a chiffré à 16%, juste derrière la Chine et devant les États-Unis. Donc c'est pour montrer qu'on a quand même une responsabilité
notamment sur certaines matières premières qu'on verra, qui sont fortement consommées en Europe. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai expliqué sur la différence entre l'agriculture commerciale et l'agriculture de subsistance. Donc, on n'est pas les seuls à avoir travaillé sur ce sujet, c'est sorti depuis quelques années quand même, et en 2018, on a eu le gouvernement français qui s'est emparé du sujet en publiant une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui prévoit de mettre fin à la déforestation causée par nos importations d'ici 2030. Donc c'est une stratégie, donc rien de contraignant en soi, mais il y a des orientations à l'intérieur avec des objectifs, et notamment le premier aspect de cette stratégie, c'est de comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on participe à la déforestation. Mais le niveau de la France, comme on a vu, c'est pas les 16%, ça c'est au niveau de l'Europe, et du coup l'Europe aussi s'est emparée du sujet et a travaillé sur un règlement européen qui a été publié cette année, en juin ou juillet 2023, et qui sera appliqué à la fin d'année 2024. Donc ce texte, par contre, est plus contraignant que la SNDI, car il oblige les entreprises à produire des documents de vigilance, avec notamment la géolocalisation des parcelles de production, quand elles importent sur le marché européen des produits à risque de déforestation. Voilà. Donc, Envolver, depuis 2013, on travaille sur ces questions de déforestation importée et sur un outil qu'on a appelé l'empreinte forêt. Donc l'idée, c'était de se dire que cette problématique du rôle, de la responsabilité de nos consommations, en France notamment, dans les forêts du monde, c'était peu identifié ou c'était peu évalué, et du coup, c'était important qu'on en prenne conscience pour pouvoir la réduire par la suite. Donc c'est un peu le grand objectif de l'empreinte forêt. On a sorti plusieurs outils, notamment un rapport en 2018, qui a été traduit en plusieurs objectifs de sensibilisation, avec un quiz en ligne que vous pouvez faire, avec des animations physiques comme le Super Bosquet qu'on a présenté lors du premier congrès mondial de la nature à l'UICN en 2021. Et ensuite, on a fait un travail spécifique sur la volaille, qui est le premier vecteur de déforestation. Depuis 2022, on a mis à plat la méthodologie de calcul de l'empreinte forêt dans le cadre d'un atelier porté par le comité scientifique et technique de la forêt, donc qui est un peu le bras armé de la SNDI, qui est suivi par l'AFD avec, dans le comité de pilotage, plusieurs ministères. Donc on reviendra dessus parce que c'est à peu près l'actualisation qui est en cours, mais on va d'abord voir la méthodologie initiale pour s'intéresser à comprendre comment est-ce qu'on a mesuré notre impact sur les forêts. Donc, le premier objectif, c'est de... On va pas faire ce calcul-là, on va pas calculer l'empreinte forêt sur l'ensemble des commodités mondiales. On va dire qu'on s'intéresse aux principales matières premières qui participent à la déforestation, croisées avec les principales matières premières qu'on va importer. Donc on a sorti une liste qui est connue, on va dire qui est commune, c'est à peu près la même liste au niveau européen, c'est la même liste pour d'autres calculateurs. Donc on sait que le soja participe énormément à la déforestation et qu'il est énormément importé, du coup il va apparaître dans cette liste-là par exemple. Donc on a le soja, le café, le cacao, l'huile de palme, le cuir, le bois et le papier carton. Et l'EVA que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est traduit en caoutchouc. Donc une fois qu'on a ces matières premières identifiées, l'objectif c'est de prendre tous les produits transformés, finis, qui contiennent ces matières premières-là, et de remonter leur chaîne de transformation pour essayer d'obtenir des informations correspondant à la quantité équivalente de matières premières et à l'origine de cette matière première-là. Donc on se base pour ça sur la consommation moyenne des produits finis, qu'on va utiliser par exemple pour le quiz, combien de fois par semaine vous mangez des œufs, ou combien de fois par semaine vous mangez des tablettes de chocolat. Et avec des facteurs d'alimentation, d'allocation et de transformation, on va pouvoir remonter jusqu'à une quantité de matières premières à risque. Donc par exemple, si je prends le cas du soja ou de la volaille consomme du soja dans son alimentation, du tourteau de soja. Donc on va avoir un facteur d'alimentation qui va nous donner une équivalence entre une volaille et un poids de tourteau de soja. Et avec un facteur d'allocation, on va pouvoir remonter du tourteau de soja à la graine de soja. Donc ça, c'est la quantité équivalente de matières premières correspondant à la consommation d'un produit fini, qui peut être par exemple du blanc de poulet, ou ainsi de suite. Une fois qu'on a la quantité équivalente, on va s'intéresser au profil d'origine, je reviendrai dessus, qui va nous donner d'où provient cette matière première. Et via le rendement
qu'on va calculer en moyenne sur 3 ans, on va obtenir la surface nécessaire. Donc cette surface nécessaire, c'est qu'on va venir la pondérer, parce qu'elle ne provient pas forcément de déforestation, on va venir la pondérer par un risque de déforestation, qui est calculé sur 100 points, et ça va nous donner l'empreinte forêt. Donc c'est grosso modo le calcul de l'empreinte forêt. On va voir un peu plus en détail maintenant, si vous voulez bien. Un exemple. Donc, le profil d'origine, comme je disais, c'est essayer de connaître si on consomme une matière première ou un produit fini en France contenant une matière première, quelle est la probabilité qu'il provienne de tel, tel et tel pays. Donc ça paraît assez simple, mais il y a plusieurs subtilités derrière qui vont complexifier le calcul, on va dire. Donc tout d'abord, il faut lister l'ensemble des produits finis qui contiennent la matière première étudiée. Lister aussi les types de matières premières transformées qu'on peut importer. Donc on peut importer par exemple des graines de cacao, mais on peut aussi importer du beurre de cacao ou de la pâte de cacao, par exemple. Et il faut trouver les pays d'origine et non pas les pays d'importation. Alors ça veut dire que si on prend le cas du soja, on regarde nos premières importations via des données des douanes, par exemple, ou des données internationales du commerce, et on va se rendre compte que le premier importateur, c'est le Brésil, mais le deuxième, c'est les Pays-Bas ou la Belgique, qui, eux, n'ont pas de production de soja. Et du coup, il faut qu'on aille s'intéresser à notre tour à la zone ou le profil d'importation des pays tiers, comme la Belgique, les Pays-Bas, pour voir d'où est-ce qu'eux-mêmes importent ces produits-là. Donc eux, par exemple, importent aussi du Brésil, ce qui va nous donner une théorie où on dit si on importe de la Belgique, on va avoir le même profil d'importation que la Belgique elle-même. Bon, il y a d'autres complexités derrière, c'est que parfois il y a des boucles, c'est-à-dire que la Belgique importe aussi de la France, et donc indirectement, ça complexifie le calcul. Voilà. Mais une fois qu'on fait ces itérations plusieurs fois, on va arriver, on va dire, à un profil d'origine qui correspond non pas au dernier pays auquel on a importé des produits, mais bien au pays dans lequel ont été produits les matières premières qu'on consomme, nous, en France. Donc je dis consommer parce qu'on s'intéresse à nos importations, parfois à la production nationale aussi, donc par exemple le soja qu'on peut produire en France, et on va enlever les exportations. Comme ça, on s'intéresse vraiment à ce qu'on consomme. Ça peut dépendre des échelles en fonction des outils qu'on souhaite développer, mais actuellement, c'est le calcul qui a été fait en 2018. Donc ça, si on n'a pas d'informations spécifiques sur un produit, si je prends une tablette de cacao par exemple sans aucune information sur son origine, je peux estimer que 45% du cacao à l'intérieur provient de Côte d'Ivoire, 20% provient du Ghana, 10% du Cameroun et 25% d'autres pays de production. Là où on va avoir des différences, c'est par exemple si on a un produit où il est mentionné directement l'origine du cacao, et ben ce profil d'origine n'a plus de fait son intérêt, sachant qu'on aurait directement l'origine. Et ce qui va nous permettre de préciser tout le calcul par la suite. D'accord ? Donc si on prend le détail sur la surface nécessaire, si on prend une tablette de chocolat noir de 90 grammes qui fait, on va dire, 100% de cacao. On a fait des estimations pour que ça soit plus simple à comprendre, hein, mais voilà. Typiquement, si on avait 50% de cacao, ça c'est un facteur de transformation, c'est-à-dire que dans une tablette de chocolat, on aurait que 50% du poids qui serait purement de la matière première du cacao. Donc on aurait 90 grammes de pâte de cacao. On va utiliser des facteurs de transformation. Encore pour simplifier, on a pris 1. On considère que la pâte de cacao est équivalent à la fève de cacao, pour simplifier. Hein. Mais du coup, si on a, c'est pas le cas réellement, on va avoir d'autres facteurs. Ça peut être 0,5, 0,4, 0,8. Ben, on va venir pondérer la matière première. On va venir pondérer le produit utilisé, l'ingrédient utilisé dans le produit final, donc la pâte de cacao, par un facteur de transformation pour obtenir une matière première équivalente en fève de cacao. Et ensuite, on va venir s'intéresser au rendement de cette matière première-là. C'est là, par exemple, où la question du rendement peut évoluer en fonction du niveau d'information qu'on va avoir sur le produit initial. Si on a un produit initial où on n'a pas d'information, on va venir estimer un rendement moyen, on va soit prendre le rendement moyen mondial, par exemple, soit calculer un rendement correspondant au profil d'importation. C'est-à-dire qu'on va calculer le rendement pour la Côte d'Ivoire, et du coup, on va appliquer 45% de ce rendement-là, 20% pour le rendement du Ghana, 10% pour le rendement du Cameroun, et 25% pour un rendement global. Si on a une information spécifique sur la tablette de chocolat, par exemple origine Pérou,
et ben, on va prendre le rendement spécifique au Pérou. Donc ça va nous préciser notre calcul par produit. Et plus on a d'informations sur le produit, plus on va pouvoir préciser le calcul. Et donc ce rendement-là, ça va nous permettre de passer de la quantité équivalente de matière première à une surface nécessaire pour produire cette matière première. Donc là, dans notre cas, par exemple, on aurait 1,8 m². Voilà, c'est un exemple. Les chiffres sont simplifiés, mais c'est pour donner une image. Et comme je disais, cette surface nécessaire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle provient de déforestation. Donc ensuite, on a développé un risque de déforestation qui se base sur 8 critères, mélangeant des critères plutôt quantitatifs à des critères qualitatifs, qu'on a pondérés entre eux pour faire sortir une pondération de 0 à 100. Donc là, si on reprend l'exemple de la tablette de cacao, de chocolat, pardon, on va avoir des premiers critères qui sont sur on va dire la déforestation dans les pays de production, le rôle de la matière première dans cette déforestation-là. Donc typiquement, la déforestation, ça va être la déforestation dans les pays de production. Donc on peut se baser sur les données de la FAO, par exemple. Le niveau d'expansion de l'aire de production, ça va être, là, on va s'intéresser à l'augmentation de la surface agricole utile d'un produit dans le pays de production. Et le vecteur de déforestation et de dégradation va faire une analyse bibliographique qui va nous dire est-ce que ces matières premières-là sont plus ou moins responsables de déforestation ou de dégradation dans ces pays. Idem. Et ensuite, on va avoir plutôt des données qualitatives, comme on les a appelées, qui s'intéressent aux normes, à l'égalité de la production, aux engagements des acteurs du secteur, aux certifications qu'on importe, majoritairement ou non, et aux alternatives qui existent. Et du coup, tout ça compilé, ça nous donne une pondération, typiquement ici de 51 sur 100, qu'on va pouvoir venir pondérer à la surface nécessaire de notre calculée dans la première étape. Donc ça, c'est la méthodologie qu'on a utilisée jusqu'à présent pour développer l'empreinte forêt. Si on prend les principaux résultats, on a fait ce calcul-là dans plusieurs pays. Les modifications majeures sont forcément au niveau du profil d'importation. C'est-à-dire qu'en France, on est beaucoup plus dépendant de nos importations, par exemple, étrangères, que ce soit le soja qui provient majoritairement du Brésil, du cacao qu'on va importer de Côte d'Ivoire, comme on a vu, alors que dans les pays sur lesquels on a implanté, comme la Colombie, mais aussi le Pérou, on va être beaucoup plus sur une déforestation liée à la production locale et du coup à nos consommations directes. Donc, alors c'est pas pour se gratifier en tant que Français et pour dire qu'on peut continuer à consommer comme si de rien n'était, c'est pour évaluer le rôle de chaque pays, on va dire. Donc en France, on est à moyenne à 352 m² d'empreinte forêt. En Colombie, on est à 1278 m² et au Pérou à 773. Si je rentre un peu plus dans le détail, la différence entre la France et la Colombie. Donc on va voir qu'en Colombie, par exemple, la majorité de l'empreinte forêt est liée au bovin, donc au bovinos, qui est à 1033 m². Donc il faut savoir que l'élevage bovin en Colombie, c'est un des acteurs majeurs de la déforestation. Et il y a une très forte consommation locale de viande. Donc cette consommation locale, je crois qu'on est à presque 90% de la production de viande en Colombie qui est consommée localement. Donc c'est-à-dire que toute la déforestation presque liée à l'élevage bovin en Colombie va se retrouver dans les produits consommés en Colombie. Par contre, en France, la viande que l'on consomme, elle est très rarement importée, on va dire, mais par contre, elle est liée indirectement à la déforestation via son alimentation, notamment via le soja. Mais on va dire que grâce ou à cause des rendements ou des systèmes d'exploitation de l'élevage bovin en Colombie ou des rendements de soja en Amérique du Sud, l'impact est peut-être moindre sur nos consommations directes de viande, mais beaucoup plus direct, on va dire, via les consommations de viande en Colombie. Voilà. On retrouve quand même, grosso modo, les mêmes thématiques et les mêmes réflexions sur les responsables de la déforestation. Que ce soit en Colombie, en France ou au Pérou, les consommations liées à l'élevage, de manière globale, sont les principaux responsables de la déforestation. Donc que ce soit Colombie avec l'élevage bovin directement, ou France avec le soja qui est à 90% lié, on va dire,
à la production de volailles, élevage bovin laitier, élevage bovin carné et porcin, et on va même retrouver parfois jusque dans les piscicultures. Ces responsables-là, c'est l'élevage, et du coup, tous les produits issus de l'élevage participent directement ou indirectement à la déforestation. On retrouve typiquement le maïs aussi, qui est aussi à destination de l'alimentation parfois, pour les animaux, hein, en Colombie. Et donc voilà, les grandes catégories, c'est les produits issus de l'élevage, les produits directement liés à la forêt, comme le bois par exemple, ou ensuite les produits liés à des cultures pour les énergies. Donc on va retrouver l'huile de palme à l'époque, ce n'est plus valable en France, mais à l'époque l'huile de palme qui était utilisée dans les biodiesels, et le bois aussi qu'on va retrouver en énergie par exemple en Colombie. Voilà. Donc c'est un peu une comparaison rapide des deux résultats, que ce soit en Colombie ou en France. Si je m'intéresse plus précisément en France, à notre responsabilité dans la déforestation mondiale, comme j'ai dit, le premier responsable, c'est le soja. Le soja, c'est la matière première agricole la plus importée en France. On a 3 millions de tonnes chaque année. Et c'est à 90% utilisé dans l'alimentation de nos élevages, avec différentes dépendances. Le volaille est le plus dépendant, les élevages bovins, laitiers et carnés ensuite, et les élevages porcins après. Quand on regarde le profil d'origine, on se rend compte qu'on est très dépendant du soja, parce qu'on est à peu près à 60% de nos importations qui proviennent du Brésil. Et là-bas, c'est un des vecteurs majeurs de la déforestation, car il participe au cycle de déforestation. Ce n'est pas forcément le premier, mais il peut arriver après, par exemple, de l'élevage bovin qui aura déforesté, ou ainsi de suite. Et le point important sur le soja, qui pose problème actuellement dans la réglementation européenne, c'est que le soja est fortement produit dans le Cerrado, qui est un écosystème plutôt de type savane arborée, qui ne rentre pas dans la définition actuelle des forêts prises en compte par le règlement européen. L'élevage bovin que je mentionnais, c'est le premier vecteur en Amérique du Sud. Il n'est pas forcément lié à nos importations de viande, mais par contre, il va être lié à nos importations de cuir. Le cuir issu des élevages bovins en Amérique du Sud est généralement tanné, on va dire, en Asie, transformé potentiellement en Italie et consommé, ou acheté du moins, en France. L'huile de palme, comme je disais à la base, la majorité de la production d'huile de palme se trouve en Indonésie et en Malaisie, et la majeure partie de la production d'huile de palme dans le monde est à destination des agrocarburants. Ce n'est plus valable en France parce qu'il y a un travail qui a été fait notamment par Canopé pour interdire cette utilisation-là et les avantages fiscaux qu'il y avait derrière. Mais on retrouve l'huile de palme par contre toujours dans des produits alimentaires, mais aussi dans des produits cosmétiques. Les produits alimentaires, on connaît tous le fameux Nutella. Il faut savoir qu'on retrouve de l'huile de palme dans énormément de produits transformés. On peut le retrouver dans des pâtes sablées, par exemple, dans des margarines, dans énormément de produits transformés, des biscuits, des glaces, et ainsi de suite. On peut retrouver de l'huile de palme. Ce point-là était important, notamment quand on étudie le café et le cacao, qui sont des cultures qui participent à la déforestation dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Amérique du Sud. Et la majeure différence avec l'huile de palme, par exemple, c'est que quand on fait le calcul, ils ressortent généralement avec une empreinte assez forte. Pourquoi? Parce qu'on consomme quasiment l'intégralité du produit. Contrairement à l'huile de palme qui va être mélangée à plein d'autres pour faire un produit transformé, même dans le Nutella par exemple, pour le café, si on achète 500 grammes de café, ben, on achète directement du café. Et du coup, c'est l'ensemble du produit qui va être lié à de la déforestation. De plus, en termes de rendement, on va être sur des rendements un peu plus faibles que de l'huile de palme ou du soja, on est à 3 tonnes l'hectare, et ce qui correspond à une surface nécessaire plus grande, pas forcément à un risque de déforestation plus grande, mais par contre à une surface nécessaire plus grande, ce qui naturellement va augmenter l'empreinte forte. Et là où certaines personnes peuvent dire que les 16% de l'Union européenne dans la déforestation présente dans le commerce international, c'est pas grand-chose au final, c'est vrai. Mais par contre, sur certains produits comme le café et le cacao, on est extrêmement responsable parce qu'on est parmi les plus gros consommateurs, notamment l'Europe, de ces deux produits-là, café et cacao. Donc voilà, un résumé rapide. Donc 352 mètres carrés, c'est l'empreinte actuellement calculée par Envolver d'un Français sur la déforestation, qui est principalement liée à notre alimentation, notamment aux produits issus de l'élevage. De manière globale, l'élevage est quand même un problème dans le monde, notamment en Amérique du Sud, qu'on va retrouver avec le cuir en France.
Et ensuite, nos consommations de produits tels que café et cacao sont à réduire fortement parce qu'on en est les premiers consommateurs et que ça participe à la déforestation. Maintenant qu'on a ça en tête, on va dire qu'on a vu la forêt, on a vu les problèmes liés à la déforestation, on a vu la responsabilité qu'on pouvait avoir via nos consommations, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, entre guillemets? Donc, avant d'arriver sur vraiment les solutions qu'on peut avoir chacun à notre niveau, nous, en Volver, c'est un travail qu'on porte depuis très longtemps et on s'est dit que l'objectif, c'était de diffuser cette information-là au plus grand nombre pour sensibiliser les gens sur la déforestation importée. Donc il y a d'autres associations qui le font, il y a d'autres outils qui existent, je pense à la fresque de la forêt et ainsi de suite. L'idée, c'est que, la méthodologie qu'on avait utilisée, elle pouvait être critiquée, elle pouvait être limitée et donc c'est pour ça qu'au sein du comité scientifique et technique forêt, on a proposé de mettre à plat cette méthodologie, de la travailler avec une trentaine d'acteurs issus de différents horizons, de la recherche, des entreprises, heu, d'autres associations et ainsi de suite, pour proposer un référentiel qui s'appelle le référentiel empreinte forêt France, qui liste les critères techniques, pour calculer l'empreinte forêt. Ce référentiel, il a comme vision d'être utilisé par la suite pour, développer n'importe qui peut s'en servir, pour développer des outils, que ça soit à destination des entreprises, à destination des collectivités, pour ça que ça soit pour que le gouvernement français fasse un suivi d'impact, de la SNDI, que ça soit pour, développer l'empreinte forêt sur les applications de scan comme Open Food Fact ou Yucca, ainsi de suite. Donc c'était vraiment un travail de base, qui a pris du temps et qui arrive au terme jeudi prochain. Donc il y a une publication, une présentation officielle du rapport qui sera fait le 14 décembre au siège de l'AFD et qui présentera les résultats du référentiel empreinte forêt. Alors, juste un aperçu, on ne va pas rentrer dedans. On a retravaillé un peu toute cette méthodologie que je viens de présenter, notamment en incluant des questions sur quelle allocation on va utiliser pour calculer la quantité équivalente de matières premières, quelle date de référence on va utiliser pour évaluer la déforestation, comment est-ce qu'on prend en compte la dégradation, comment est-ce qu'on inclut les critères qualitatifs, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai juste mis une image globale de la méthodologie générale, mais on ne va pas rentrer dedans. C'est pour vous dire que tout ça, ça sera présenté jeudi prochain, et que si ça vous intéresse, je peux vous partager un lien de connexion après la réunion. Si on revient maintenant à ce que nous, on peut faire actuellement, même si on attend avec impatience la nouvelle méthodologie, on peut tous s'informer et partager ce savoir au plus grand nombre. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est l'aspect sensibilisation directe. Donc il y a un quiz en ligne qui est faisable et qui va localiser votre empreinte forêt en fonction de vos principales consommations. Donc si on voit en bas à droite, typiquement, cette personne-là a une grosse empreinte forêt en Afrique de l'Ouest qui pourrait être liée à une très forte consommation de cacao et de café. Ensuite, il faut adapter nos pratiques. Une fois qu'on sait l'impact qu'on va avoir, il faut qu'on réduise principalement les consommations de viande et de copeaux issus de l'élevage, mais surtout qu'on limite les consommations de produits sans information. Parce qu'en fait, comme on a vu, plus on a d'informations sur un produit, plus on va pouvoir préciser son impact, et ça se trouve, il n'aura pas d'impact. Donc c'est le cas par exemple pour certaines AOP. Je crois que l'AOP Comté a passé un critère dans son cahier des charges qui oblige l'utilisation de soja français, du coup non lié à de la déforestation. Donc si on a ces informations-là et si les produits sont transparents sur ces questions-là, on peut les consommer. Dans tous les cas, il faut réduire la consommation, ça c'est sûr et certain. Mais voilà. Ça passe notamment, donc toute cette amélioration de la consommation, ça marche par plus d'informations, donc se renseigner, et pas uniquement sur j'achète de la volaille française, mais je vais m'intéresser à ce à quoi a été nourrie la volaille. On évite les produits transformés et notamment la restauration hors domicile, c'est là où il y a le moins d'informations disponibles. Sur le café et le cacao, au vu de la responsabilité de l'Union européenne, c'est important de réduire notre consommation et de s'intéresser aussi à des certifications qui ont bloqué la dynamique économique d'expansion en garantissant une juste rémunération des producteurs. Finalement, comme on a dit, chacun peut appuyer en changeant ses modes de consommation, mais on peut aussi faire des changements plus globaux, donc en soutenant des organisations qui travaillent sur ces sujets, en interpellant les décideurs, les élus, en votant, en signant des pétitions, enfin ainsi de suite.
Et pour ceux ou celles qui travaillent sur ces domaines-là, qui sont des collectivités, qui sont des entreprises, on souhaite proposer, d'ici l'année prochaine, un accompagnement pour évaluer dans un premier temps un diagnostic, sensibiliser les collaborateurs, prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir en tant que structure, pour finalement hiérarchiser un peu les endroits où on peut avoir le maximum d'impact en tant que structure. Donc ça, c'est un travail qu'on va commencer à réaliser l'année prochaine, avec sûrement un projet pilote. Et voilà. Je suis arrivé à bout de ma présentation et je crois qu'il reste 20 minutes à peu près pour un temps d'échange, de questions et de réponses. Oui, merci beaucoup, Élie. C'est très intéressant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas ou à les inscrire sur le chat ou sinon à lever la main et à prendre la parole directement. Posez vos questions à Élie. Solène, je te laisse ouvrir le bal. Merci beaucoup, Élie, pour la présentation. Moi, j'ai juste une question toute simple. Tu as parlé de l'huile de palme. Est-ce que du coup, le rapport là qui va sortir avec Envolver l'année prochaine, on va bien prendre en compte la nouvelle législation sur le fait qu'effectivement l'huile de palme n'est plus incluse dans les agrocarburants en France au niveau des nouvelles surfaces, du coup, enfin, au niveau de l'empreinte forêt? Oui, oui, bien sûr, oui. L'idée, on est au courant de cette réglementation qui est sortie, mais on a attendu pour l'inclure dans notre nouveau calcul, on va dire, vu qu'on retravaillait toute la méthodologie de base, ça paraissait un peu bête de faire une seule modification sur une matière première, alors qu'on allait sûrement en faire plein sur Oui, tout le bien reste. sûr. Voilà. Mais oui, bien sûr, ce genre de réglementation sera pris en compte. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, j'avais juste une question. C'est que du coup, est-ce que le mode de production, il est pris en compte dans le calcul de l'empreinte forêt? Alors actuellement, cette information, ça va rentrer en compte dans le critère de déforestation, par exemple au niveau des alternatives. À quel point il existe des alternatives de production, donc d'autres systèmes. C'est par exemple le cas de systèmes agroforestiers autour du café et du cacao. Quand on fait le calcul spécifiquement au niveau d'un produit et qu'on a des informations quant au modèle de production, par exemple pâturage extensif en France ou pâturage 100% nourri à l'herbe, ça va naturellement venir impacter le calcul aussi. Mm. Et j'avais une autre question, c'est sur l'empreinte forêt, elle est définie à un instant T ou valable pour une année. Ben, j'arrive pas à voir le rapport temporel. Alors c'est sûrement le point le plus compliqué de l'empreinte forêt, c'est pas vraiment temporel, on va dire. C'est pas de ce 352 mètres carrés par an, c'est lié à une consommation. Donc il faut plus le voir, si on augmente notre consommation, on va augmenter notre empreinte forêt, et du coup notre impact sur les forêts du monde. Ouais, Mais c'est vraiment lié à une moyenne de consommation sans que ça soit annuel pour autant. d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main ou à écrire Euh, dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? J'aurais Oui, une très question. bien. Oui, vas-y, Claire. J'aurais deux questions. La première, ce serait sur la filière thé, qui est quand même un produit aussi qui vient de zones où on trouve encore des forêts. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ça figure pas dans les produits qui sont ciblés pour la stratégie pour lutter contre la déforestation par l'Europe ou par la France. Et j'avais une autre question aussi sur on parle beaucoup de déforestation, mais il y a aussi parfois une dégradation de la forêt qui est faite par les cultures qui se retrouvent autour des forêts, sans forcément parler de surface, enfin, de grappier sur la forêt, mais quand même les produits chimiques entrent dans les forêts et donc finissent par dégrader les forêts. Et j'aimerais savoir si là-dessus, vous comptez aussi essayer de rentrer un critère dans votre méthodologie. Voilà. Très bien. Alors, pour le thé, pourquoi est-ce que le thé n'est pas pris en compte? Je n'ai pas exactement
les chiffres qui permettent de justifier le fait que le thé ne soit pas pris en compte. Je pense que ça a été fait par niveau de risque. Donc, si on prend en termes de surface, ça va être moindre que les matières premières qui ont été mentionnées, ou alors moins importées, entre guillemets. C'est les deux critères qui font cette sélection-là. Après, actuellement, l'Union européenne s'est arrêtée sur une liste de produits identifiés comme à risque. On retrouve ce que nous, on avait listé déjà à l'époque. Et ils ont laissé la porte ouverte à de futures intégrations de nouveaux produits, on va dire, d'ici 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans, avec notamment les questions autour du coton, du maïs, je crois, et potentiellement du thé. Donc voilà, n'importe quel produit pourrait rentrer plus tard. Le premier travail qui est fait, c'est vraiment sur ceux les plus connus et les plus impactants. Et la différenciation est faite en fonction des pays de consommation. Donc là, on regarde vraiment au niveau de l'Europe, mais comme on a vu sur le résultat pour la Colombie, il y a des produits comme le maïs qui sont très impactants sur place et du coup qui ont été pris en compte parce que c'était fortement déforestant et fortement importé par ces pays-là. Voilà. Par rapport à la dégradation, alors, on est tout à fait d'accord, c'est deux problématiques distinctes, dégradation et déforestation, et c'est très complexe de prendre en compte la dégradation. Actuellement, la dégradation, on la prend en compte dans le risque, dans ce qu'on a appelé un risque de déforestation, pour que ça soit simple à dire, mais c'est un risque de déforestation et dégradation, en évaluant à quel point les matières premières qu'on étudiait pouvaient être des vecteurs de dégradation. Donc, typiquement, sur des matières premières comme le bois pour de l'ameublement, ou du bois rare, on va avoir des vecteurs de dégradation plus importants que potentiellement un vecteur de déforestation. Alors que indirectement, du soja, on va plus avoir, ou de l'élevage bovin, on va plus avoir un vecteur de déforestation pure qu'un vecteur de dégradation. Donc c'est comme ça qu'on a pu apporter cette subtilité-là dans le calcul actuel. Au niveau de la nouvelle méthodologie, la réflexion s'est portée sur essayer de croiser deux choses. D'un côté, essayer de faire une somme, on va dire, de la déforestation et de la dégradation sur des écosystèmes, en prenant en compte des taux de couvert forestier qui catégorisent l'état de la forêt dans cette zone-là. Donc si je prends une forêt tropicale et une forêt type savane, les taux de couvert qui correspondent à une forêt dégradée ou à plus de forêt ne sont pas les mêmes. En forêt tropicale, on peut aller jusqu'à 90% de taux de couvert et on peut être dégradé à partir de 70-60%. Pareil, dans une savane, on peut avoir un taux de couvert à 15% et être une savane et être dégradé à en dessous de 10% ou en dessous de 5%. Donc on a essayé de proposer ce critère technique et cette subtilité-là pour prendre en compte la déforestation et la dégradation sur un même écosystème. Et ensuite, pour étudier l'impact des matières premières, on s'est intéressé, comme vous dites, notamment à la dégradation indirecte. Pour essayer de prendre en compte la dégradation indirecte, on a essayé d'évaluer la pression indirecte, donc notamment le changement d'affectation des sols indirects, qui peuvent pousser à de la déforestation. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'une matière première qui peut prendre plus d'espace, on va dire, sur des zones déjà transformées, peut être responsable du déplacement des premières cultures qu'on va appeler pionnières, qui vont elles-mêmes aller déforester. Donc, c'est les deux façons dans la nouvelle méthodologie qu'on essaye de mettre en place pour évaluer la dégradation. Pour ce qui est des pesticides, j'ai pas de réponse à ce niveau-là, par contre. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, moi j'en ai une dernière, mais ça rejoint ce que Ouais. vient. Pardon, c'est Solène, j'ai une question qui rejoint ce que vient de dire Claire. Quand on fait des fresques de la forêt, on a une question qui revient beaucoup, effectivement, c'est pourquoi, donc là Claire mentionnait le thé. Moi j'ai beaucoup, pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas les cultures, notamment de céréales, donc le maïs, le blé ou autre. Donc là, si je comprends bien, Élie, c'est parce qu'effectivement, en termes d'impact, nous, par rapport à l'empreinte forêt d'un Français, c'est pas ce qui est le plus impactant. Enfin, Oui, je pense que si on prend on a pareil sur le tabac. En gros, on a croisé deux listes. On a croisé quelles étaient les cultures qui participaient le plus à la déforestation au monde et quelles étaient les cultures qu'on importait le plus. Et du coup, tout ce qui va être céréales, c'est soit fortement produit dans des zones avec peu de déforestation, comme la France par exemple, soit peu importé. Je ne sais pas si on importe énormément, par exemple, de sorgho ou ce genre de choses. Donc, c'est le croisement de ces deux listes-là qui permet de faire sortir les principales matières premières qui ont été sélectionnées.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. S'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Ellie. Vous voyez ces coordonnées donc, qui sont affichées, donc n'hésitez pas à prendre contact directement si des questions vous parviennent plus tard. Et on va mettre en ligne le replay. Donc, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite bon appétit. Merci à vous et n'hésitez pas si vous souhaitez assister à la présentation la semaine prochaine à m'envoyer un message que je vous partage le lien.